Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des temps de l'imperfectum. Plus exactement, on va compléter ce dont on a parlé la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a parlé des deux premiers groupes, là on va parler des trois autres. Puisqu'il y a 5 groupes de verbes en latin, comme je vous l'ai dit. Enfin, je crois que je vous l'ai dit, j'espère. On va parler également d'une deuxième chose qui est la première déclinaison. Il est très important que vous la connaissiez tout de suite puisque elle est très importante tout simplement et tous les latinistes l'apprennent très rapidement. Alors pourquoi elle est très importante? Puisque c'est une des plus fréquentes, enfin on retrouve le plus fréquemment les désinences de la première, de la deuxième et de la troisième déclinaison. Beaucoup plus rarement celle de la quatrième et la cinquième. Bref, on va y aller. Alors, le troisième groupe, imperfectum actif indicatif, ou troisième conjugaison. Alors là, je vous conjugue le verbe agere. Vous voyez que le radical est différent euh, à, au parfait, pardon, à l'imperfectum, au perfectum et au supin. C'est un bon exemple de ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que entre l'imperfectum et le perfectum, le radical change souvent. Alors, agere, vous me direz, tiens, si vous avez bien retenu la leçon précédente, enfin les leçons précédentes, vous me direz, ah tiens, c'est la même désinence que les verbes de la deuxième conjugaison. Eh bien, oui, à l'infinitif, mais sinon, c'est assez différent. Enfin, c'est semblable au présent et à l'imparfait, mais c'est très différent au futur. Donc, au présent et à l'imparfait, comme je viens de le dire, on retrouve un peu, même beaucoup, les mêmes désinences que dans les verbes de la première et de la deuxième conjugaison. Au présent, on retrouve les mêmes désinences que les verbes de la première conjugaison. La seule différence, en fait, c'est que c'est la voyelle thématique. C'est I et non pas A, comme dans la première conjugaison. Il y a aussi une deuxième différence, c'est que le agere ne fait pas agint, mais agunt. En fait, c'est pour des raisons phonétiques, hein, parce que agunt, c'est plus facile à prononcer que agint. Alors l'imparfait, là, on retrouve exactement la même chose que la deuxième conjugaison. La voyelle thématique devient et, c'est plus i, et sinon on retrouve exactement les mêmes terminaisons. Alors le futur, par contre, c'est plus compliqué. Là, on retrouve plus cette terminaison bis, bit, bimus, bitis, bunt. Ça devient une espèce de désinence à part entière, qui, si ça vous intéresse de savoir, est issue d'une forme archaïque de subjonctif. Mais normalement, vous ne devriez rien comprendre, donc je ne sais pas pourquoi je parle de ça, étant donné que vous n'avez encore jamais vu le subjonctif. Mais bref. Et donc, c'est les mêmes terminaisons que celle de la deuxième conjugaison au présent. Donc là, on retrouve es, et, emus, etis, et, à l'exception de la première personne du singulier, qui va pas faire eo, mais a, am, pardon. Voilà, je vais résumer tout ça. Alors, caractéristiques du troisième groupe. Les désinences au présent sont les mêmes que celles du premier groupe, seule la voyelle thématique change. C'est i ici, et non pas et ou, pardon, à la troisième personne du pluriel, et non pas a. Les désinences à l'imparfait sont les mêmes que celles du deuxième groupe. Voilà, je vous l'ai expliqué, hein. On retrouve exactement la même désinence que celle du deuxième groupe. Ça devrait vous aider à retenir. Les désinences au futur sont par contre différentes. Pas de suffixe en be, mais les désinences du deuxième groupe au présent. Exception, la première personne du singulier devient am et non eo. Donc ça, je vous l'ai également expliqué. Si vous voulez vous rappeler des désinences du futur des verbes du troisième groupe, dites-vous que c'est les mêmes que celles du deuxième groupe, pardon, au présent. Et donc on perd cette espèce de suffixe en be qu'il y avait pour le premier et le deuxième groupe. En fait, ça c'est ce qui oppose les verbes du premier et du deuxième groupe et les verbes du troisième, du quatrième et du cinquième groupe. On va le voir.
La désinence de l'infinitif présent paraît être la même que celle du deuxième groupe, mais en réalité, le premier E de ere est court et non long, comme celui du deuxième groupe. Voilà, ça je voulais pas expliquer par contre. En fait, l'infinitif des verbes du troisième groupe paraît être le même que ceux du deuxième groupe, mais en fait, non, en réalité, même si orthographiquement on le voit toujours comme ça, puisque les verbes du deuxième groupe ont un et long, comme je vous l'ai expliqué, alors que ceux du troisième groupe, pardon, ceux qu'on voit, ont un et court. Et en fait, ça explique le passage de et à i au présent. Parce que par effet phonétique, de paresse, euh, de paresse articulatoire, euh, les latins ont eu tendance à dire i au lieu de e. Et de même, ils ont eu tendance à contracter le et à la première personne du singulier quand il était court. Donc ça n'a pas fait agéo mais ago parce que le et était court. Bref. Alors maintenant passons à la quatrième conjugaison, imperfectum indicatif actif. Alors là on va voir le verbe entendre qui se dit audire en latin. Je pense que vous pouvez facilement faire le rapport avec le français. Audition, etc. La quatrième conjugaison, c'est un peu la conjugaison du i. C'est-à-dire qu'on va retrouver à la quatrième conjugaison des i partout. Autrement, elle est très semblable à la troisième conjugaison. Je m'explique donc. Si on prend le présent, audis, audit, audimus, auditis, c'est exactement la même chose que la troisième conjugaison. Par contre, audio, audiunt, on voit que c'est toujours la même chose que la troisième conjugaison, mais on a rajouté un i qui fait lieu, donc audio. Voilà. Donc, quatrième conjugaison, on trouve toujours un i. Imparfait futur, c'est exactement la même chose. C'est pareil que la troisième conjugaison, sauf qu'il y a un i qui vient s'interposer, et ça va pas faire audeban, ou audia, audam, pardon, mais audiebam, audiam. Il en est de même pour tout le reste. Donc, pour résumer, quatrième conjugaison égale pareil que la troisième conjugaison, mais on retrouve un i supplémentaire qui fait le son ie quand elle ne se termine pas par i. Alors cinquième conjugaison maintenant. Eh bien la cinquième conjugaison c'est très simple. La seule différence avec la quatrième, c'est l'infinitif qui se termine par ere et non ire, comme dans la quatrième conjugaison. Mais sinon c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence, du moins à l'indicatif. Si on prend d'autres modes, il y a aussi quelques autres différences, mais à l'indicatif, c'est exactement la même chose. Donc on va résumer tout ça. Ces deux conjugaisons sont très semblables, à tel point que l'on nomme parfois le cinquième groupe quatrième conjugaison mixte, pour dire mixte avec la troisième. Bon, moi j'ai préféré l'appeler cinquième groupe. Je préfère. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. La désinence de l'infinitif présent, ere contre ire, est le seul élément qui distingue à l'infinitif les deux groupes. À d'autres modes, il existe cependant quelques autres différences. Ça, je viens de vous en parler, hein. La seule différence entre les deux, à l'actif, dans les autres modes, c'est-à-dire l'impératif, le subjonctif, l'infinitif et le participe, il y a quelques autres différences. Mais sinon, c'est seulement l'infinitif qui change. La désinence de ces deux groupes sont les mêmes que celle du troisième groupe, si ce n'est que l'on adjoint i aux désinences à l'imparfait, au futur, à la première personne du singulier et la troisième personne du pluriel du présent. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, hein. C'est exactement la même chose que la troisième conjugaison, sauf qu'on ajoute un i. Si le i n'est pas déjà là. Alors, la première déclinaison. À quoi ça veut dire O, hein, c'est de là que vient O, malgré les apparences. En fait, c'est l'issue, ce mot O en français, d'une contraction très compliquée, que je ne vais pas expliquer. Alors en fait, les deux premières déclinaisons,
ont des caractéristiques communes et on peut un peu retrouver la première déclinaison si on remplace les ou de la deuxième déclinaison par des a. Par exemple, âme, accusatif singulier, ressemble beaucoup à il suffit de remplacer le ou par un a. De même, aquas, on remplace le o par un a, c'est un peu pareil. De même, aquarum et aquis ont les mêmes terminaisons. Alors en fait, les deux premières déclinaisons, c'est ce qu'on appelle les déclinaisons thématiques, parce que il y a toujours une voyelle thématique qui est présente. Ce qui n'est pas le cas dans la troisième déclinaison. Au nominatif singulier, il n'y a pas de voyelle thématique. Quatrième et la cinquième non plus, mais c'est beaucoup plus compliqué à expliquer pourquoi vraiment. Et honnêtement, moi-même, je ne le comprends pas tant que ça. Non, mais il y a une raison, mais bref. Mais néanmoins, il y a quand même des différences entre les deux déclinaisons, hein. Vous pouvez voir notamment le génitif et le datif qui ne se forment pas du tout de la même manière. L'ablatif qui paraît avoir la même forme que le nominatif et le vocatif, mais en réalité non. L'ablatif singulier, le A est long, ce qui n'est pas le cas au nominatif et au vocatif. Après, ça ne se voit pas malheureusement généralement dans l'orthographe, puisque généralement on marque pas les longueurs. Alors on va résumer tout ça. Les deux premières déclinaisons sont historiquement liées, déclinaisons thématiques, et possèdent par conséquent certaines désinences semblables. L'accusatif singulier, a, l'accusatif pluriel, as, os, le génitif pluriel, arum, aurum, le datif pluriel et l'ablatif pluriel, is. Donc essayez de retenir ça, ça peut vous aider. Presque tous les noms de la première déclinaison sont féminins. En fait, il en est de même là que pour la deuxième déclinaison, hein, il y a quelques exceptions, mais la très large majorité des noms de la première déclinaison sont féminins. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la plupart des langues romanes, comme l'espagnol, l'italien, les noms féminins se terminent par A. Ça vient du latin. Ça vient de cette première déclinaison. En fait, les noms féminins viennent pour la plupart de cette première déclinaison. Alors, en français, ce A s'est très tôt transformé en E. C'est pourquoi beaucoup de noms en français, noms féminins, pardon, se terminent par E. Sachant que ce E était prononcé, un peu comme dans le sud aujourd'hui, jusque à la fin du Moyen Âge, il a fini par n'être plus prononcé généralement. Et là, la marque du féminin, souvent, c'est devenu une consonne à la fin du mot qui n'était pas présente au masculin. Alors, aqua, ça signifie eau, c'est de là que vient eau, sachant que, comme je l'ai dit, je crois, est-ce que je l'ai dit, non, aqua, en espagnol, se dit agua, donc c'est resté très proche, et l'italien c'est resté encore plus proche parce que ça fait aqua, carrément. Causa signifie cause, motif, hein, on voit bien l'origine. Vous remarquerez qu'en français, cause, on a remplacé le A par un E. Avant on disait cause, maintenant on dit plus cause. Voilà. Cura, soin, on dit d'avoir cure de quelque chose. Filia, fille, bon, c'est l'origine du mot, hein. Fortuna, hasard, chance. Dans un sens ancien, fortune signifie chance en français. Ignoria signifie injustice, dommage. C'est de là que vient injure, qui, dans un sens ancien, signifie injustice, me semble-t-il. Invidia signifie jalousie, envie. Je crois que c'est de là que vient envie. Lingua signifie langue, hein, pas besoin d'aller plus loin. En espagnol et en italien, ça reste nettement plus proche, je crois. Poena signifie peine, amende. Je crois que peine vient de là. Sententia signifie opinion, avis. Dans un sens un peu ancien, sentence, ça peut signifier opinion, avis en français. C'est pour ça qu'on dit sentencieux, par exemple. Via, route, c'est de là que vient voie, avec un E. Vita, vie, c'est de là que vient vie, sachant que l'italien restait nettement plus proche puisqu'on dit vita. Alors, encore du vocabulaire, désolé, il va y avoir beaucoup à retenir là. Aguerrer, comme je disais, signifie faire, mais en fait faire c'est un peu restrictif. Ça peut aussi signifier mener quelque chose, mener quelqu'un.
C'est de là que vient action, en prenant la racine du supin. Credere signifie croire, c'est de là que vient croire, sachant que en italien, je crois qu'on dit credere, croire, il me semble. Currere signifie courir, hein, c'est de là que vient courir. Dicere signifie dire. En latin, c'est de là que ça vient, encore une fois, sachant que en italien, dicere se dit dire, mais on le conjugue, dico, quelque chose comme ça, dico, dici, quelque chose comme ça. Donc, on a largement, en italien, gardé la racine dans la conjugaison du verbe. Ducere signifie conduire, c'est de là que vient duc, ça voulait dire chef en latin, quelqu'un qui conduit. Legere signifie choisir ou lire, c'est de là que vient lire. Et je crois encore une fois qu'en italien, ça restait très proche. Mittere signifie envoyer, c'est de là que vient le mot missionnaire, par exemple. Petere signifie demander, c'est de là que vient pétition. Requere signifie diriger, c'est de là que vient régner, je crois. Scribere signifie écrire. En ancien français, ça s'écrivait escrire. Là, on voit mieux la racine. Et je crois qu'en italien, ça se dit scrivere. Statuere signifie décider. C'est pour ça qu'on dit statuer de quelque chose. Vincere signifie vaincre. C'est de là que vient le mot vaincre. Et c'est de là que vient le prénom, pardon, Vincent. Quatrième conjugaison. Audire signifie entendre, on dit audition. Munire signifie fortifier, c'est de là que vient munition, ou se prémunir. Nessire signifie ignorer, hein. Littéralement, ça veut dire ne pas savoir, étant donné que savoir se dit cirer, comme on va le voir. Venire, pardon, signifie venir. Pas besoin de vous faire un dessin. Cire signifie savoir, sachant que l'espagnol et l'italien sont restés nettement plus proches de la racine. Cinquième conjugaison. Accipere signifie recevoir, c'est de là que vient accepter. Accepter, ça vient de recevoir une opinion, en fait. Capere signifie prendre. Je crois qu'en italien, ça dit toujours capere. C'est de là que vient l'argot capiche, je crois. Ce qui signifie tu saisis. Coupere signifie désirer. Non, je vois pas de rapport. Facere signifie faire. C'est de là que vient le mot faire. Sachant que, encore une fois, l'italien est resté beaucoup plus proche. Fugere signifie fuir. C'est de là que vient le mot fuir, me semble-t-il. Iacere signifie lancer, jeter. C'est de là que vient le mot jeter. Parere signifie engendrer. Alors, exercice maintenant, on va faire de la version. Donc, comme d'habitude, hein. Alors cette fois-ci, vous remarquerez que je vous ai mis les terminaisons que vous ne connaissez pas encore, c'est-à-dire celles du premier groupe, euh, en coloré, hein. Orange, ça veut dire accusatif, violet, génitif, bleu, ablatif, etc. Pour vous aider au début. Sachant que à la fin de cette leçon, hein, j'attends que vous sachiez ce groupe par cœur. De toute façon, vous serez obligé pour savoir lire le latin. On peut pas lire le latin sans connaître les 5 groupes par cœur, c'est impossible. Les 5 groupes de déclinaison. Alors, Claudius prope Romam habitat. Où est le sujet? C'est Claudius, puisque ça se finit par us. Où est le verbe? C'est habitat. Donc, Claudius habite prope Romam. Romam, on sait que c'est complément d'objet direct, puisque c'est un accusatif. Donc, Claudius habite Rome, on pourrait penser, mais prope, on sait que c'est marqué en bas, que ça signifie proche. On sait que c'est une préposition, donc après prope, il y a l'accusatif, donc Claudius habite près de Rome. Agros euros et copias habet. Alors là, est-ce qu'on voit un sujet? Non. Donc le sujet est dans le verbe, c'est habet, il est dans habet, il a des champs. Agros, euros et copias, c'est tous des accusatifs pluriels, donc il a
des champs, des esclaves et des richesses. Sed in Roma solum magister latrinarum est, et invidia decebat amicis. Alors ça, c'est une phrase un peu plus compliquée. Sed in Roma solum magister latrinarum est, et invidia decebat amicis. Alors là, il convient que c'est une phrase un peu plus compliquée, donc il faut que je vous avertisse de quelque chose. C'est quand il y a des sections de phrases, des propositions, pardon, comme on dit, il faut les faire les unes après les autres, hein, et pas toutes en même temps. Donc là, vous voyez qu'il y a deux propositions, hein, sed in Roma solum magister latrinamur est, et la proposition et invidia dicebat amicis. Faites-la l'une après l'autre. Donc on va commencer par sed in Roma solum magister latrinamur est. Alors là, il y a une difficulté un peu, c'est que le sujet pourrait être magister, puisque c'est du nominatif. Donc, on peut commencer par là, et voir si ça marche. Donc, le responsable est, le verbe c'est est, euh, dans Rome, et quoi? Dans ce cas-là, ça n'a aucun sens en réalité, puisque ça peut pas être latrinarum, puisque latrinarum c'est du génitif pluriel, donc des latrines, ça veut rien dire. Donc, on va plutôt penser que le sujet est dans le verbe, c'est la deuxième option. Donc, il est. Après est, on va pas chercher un complément d'objet direct, mais un attribut du sujet, qui en latin est exprimé par le nominatif. Donc, il y a quoi comme nominatif? Il y a magister, on l'a vu. Donc, il est le maître, le responsable, pardon. Latrinarum, c'est un génitif, et les génitifs portent généralement sur le nom auquel il est accolé. Donc, émettre des latrines. Et donc, si on prend le reste de la phrase, sed mais, in Roma, dans Rome, c'est un ablatif, Roma, il est, solum seulement, c'est un adverbe, maître des latrines, ce qui n'était pas un poste très élevé, et on peut du coup comprendre sa frustration. Et invidia decebat amicis. Alors, est-ce qu'il y a un sujet ici? Alors là, je vous ai indiqué que invidia c'était de l'ablatif. Si je ne vous avais pas indiqué ça, vous pourriez croire qu'il y a un sujet avec invidia, mais en fait ça aurait aucun sens. Et la jalousie disait à ses amis, ça veut rien dire. Donc on va plutôt penser que le sujet est dans le verbe, qu'il est dans dikebat, donc et il disait. Après il disait, on va chercher soit un complément d'objet direct, mais là il n'y en a pas, soit un complément d'objet indirect. Donc amicis, c'est du datif pluriel ou de l'ablatif pluriel, mais là on va plutôt penser que c'est du datif pluriel puisqu'on cherche un complément d'objet indirect. Donc il disait à ses amis, et invidia du coup c'est de l'ablatif, c'est avec jalousie. Voilà. Vous vous rappelez que l'ablatif ça exprime la manière. Cur Romam ad mundo non governa. Alors où est le sujet? Le sujet on n'en voit pas, donc il est dans le verbe, donc c'est gouverno. Ça se finit par o, donc ça signifie je gouverne. Non, c'est la négation, donc je ne gouverne pas. Cours, ça veut dire pourquoi, donc pourquoi je ne gouverne pas. Et là, on va chercher un complément d'objet direct. On en voit deux, Romam et Mundum. Donc, pourquoi je ne gouverne pas Rome et le monde. Il est ambitieux, ce qui est très bien. Egitur cum amicis conspirabat, et Romae imperium gubernare sperabat. Alors, là, on va prendre la première proposition, Egitur cum amicis conspirabat. Est-ce qu'on voit de sujet? Non, puisqu'il n'y a pas de nominatif. Donc, on va prendre le verbe. Conspirabat, il conspirait. Egitur, ça veut dire donc. Donc, il conspirait. Cum amicis, ça veut dire avec les amis ou avec ses amis. Donc, il conspirait avec ses amis. Et Romae imperium gubernare sperabat. Alors, là, est-ce qu'il y a un nominatif? Il pourrait y en avoir un avec imperium, puisque vous savez que au neutre de la deuxième déclinaison, la terminaison ça peut indiquer
le nominatif singulier ou l'accusatif singulier, mais et l'empire espérait gouverner, ça veut rien dire du tout. Donc on va plutôt mettre le sujet dans le verbe et penser que imperium c'est un accusatif singulier. Donc et il espérait, un verbe à l'infinitif peut dépendre d'un verbe conjugué, et ce sera le cas généralement. Donc, et il espérait gouverner. On a dit que imperium c'était probablement de l'accusatif singulier, donc et il espérait gouverner l'empire. Alors là, je vous ai mis que Roma c'était du génitif singulier, mais ça pourrait en fait aussi être du datif singulier, et il espérait gouverner l'empire pour Rome. Ça pourrait se défendre. Après, connaissant le caractère de Claudius, je pense vraiment qu'il vaut mieux voir ça comme un génitif singulier. Donc en fait, ce que fait Claudius là, c'est quelque chose de très fréquent à l'époque romaine, surtout à l'époque républicaine. Claudius conspire avec ses amis pour une ambition très légitime, c'est-à-dire gouverner Rome et le monde. Certains diront qu'il est un peu trop ambitieux, mais croyez-moi, quand on en est réduit à avoir une tâche aussi ingrate que celle de responsable des latrines, on essaye un peu de s'élever, c'est bien normal. Donc arrêtez de critiquer Claudius, s'il vous plaît, hein, et regardez-vous un peu. Voilà. Et ses ambitions sont pas du tout excessives, hein. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Et ça fait partie des nombreuses qualités de Claudius. Donc, Laetitia putabat, mox agam et romam possidebero. Donc, Laetitia putabat, encore une fois, là, je vous ai mis que c'était de l'ablatif singulier, je vous ai aidé. On pourrait sinon croire que c'est du nominatif singulier, puisqu'il a la même terminaison. Mais la joie pensait, ça n'a aucun sens. Enfin, on pourrait personnifier la joie, mais bon, non, non, non. Donc, là, il pensait avec joie. Donc, l'ablatif s'indique la manière. Mox agam et romam possidemo. Alors, mox, ça veut dire bientôt. Agam, vous reconnaissez la terminaison en am de la première personne du singulier au futur dans les verbes du troisième, quatrième et cinquième groupe, ce qui les oppose aux verbes des deux premiers groupes qui se terminent par beau. Donc, bientôt, j'agirai. Et romam possidemo. Possidero, là, c'est une terminaison en beau. Donc c'est la première personne du singulier du futur. Et romam, c'est un accusatif singulier qui ressemble à celui de la deuxième déclinaison. Donc je procéderai Rome. On va voir la réussite de son projet que j'en suis sûr vous espérez fécond dans la deuxième leçon. Voilà. Et personnellement, je croiserai le doigt pour qu'il réussisse. Alors, thème maintenant. Claudius habite près de Rome. Claudius, c'est le sujet, donc on va le mettre au nominatif en latin, donc Claudius prope Romam, près de Rome, prope préposition Rome à l'accusatif singulier, puisque après la préposition prope, il y a toujours l'accusatif, donc prope Romam, habitat, habite, ça vient de habitare, c'est un verbe, de la première conjugaison, la troisième personne du singulier. Il a des terrains, des esclaves et des richesses. Il a, ça veut dire habet en latin, du verbe habere, à la troisième personne du singulier, du présent. Donc il a habet, des richesses, des terrains, des esclaves, c'est des compléments d'objet direct au pluriel, donc on va mettre des accusatifs pluriels en latin. Donc copias, donc agros, qui signifie pas seulement champ en latin, ça peut aussi signifier terrain. Servos et copias. Mais à Rome, il est seulement responsable des latrines, et il lisait avec envie à ses amis. Alors, mais à Rome, ça veut dire sed in Roma, sachant qu'il y aurait une autre façon de le dire, hein. On pourrait employer un locatif. Dans ce cas-là, ça ferait sed Romae. Le locatif, c'est le septième cas dont je refuse obstinément de vous parler là. Mais pour faire plus simple, là, j'ai mis in Roma.
Il est seulement responsable des latrines, puisqu'en fait le locatif, ça ne fonctionne qu'avec les noms de villes ou de petites îles. Sinon on l'utilise jamais en latin. Alors il est seulement responsable des latrines. Il est est seulement solum, responsable magister, attribut du sujet donc nominatif, des latrines, latrinorum, et il disait avec envie à ses amis, et il disait dicebat, avec envie. On pourrait tenter de mettre cum invidia, mais en latin on va plutôt mettre invidia, l'ablatif seul, sans cum. À ses amis, c'est un complément d'objet indirect, donc en latin on va mettre un datif. Amicis. Pourquoi je ne gouverne pas Rome et le monde? Pourquoi court? Je ne gouverne pas non guberno. Rome, à l'accusatif singulier puisqu'il est complément d'objet direct. Romam, et le monde, accusatif singulier, puisqu'il est complément d'objet direct. Et mondum. Il conspirait donc avec ses amis et espérait gouverner. Il conspirait conspirabat, puisque c'est de l'imparfait, donc on va utiliser la terminaison ba, bat, la troisième personne du singulier. Donc egitur, avec ses amis, cum amicis. Alors pourquoi pas un ablatif directement, oui? Eh bien, puisque en latin, l'association, l'accompagnement, ça va s'exprimer avec cum plutôt que l'ablatif seul. Ça permet de différencier la manière et l'accompagnement un peu. Bref, cum amicis et espere sperabat gouverner gubernare. Il pensait avec une grande joie. Il pensait putabat avec une grande joie. Laetitia. Ablatif. Bientôt j'agirai et je posséderai Rome. Bientôt mox. J'agirai agam. Et je posséderai Rome. Possidebo Romam. Voilà, c'est fini. Alors, apprenez bien les déclinaisons en A. Je pense que votre admiration pour Claudius croît de leçon en leçon. Alors, il faut savoir qu'avec Claudius, hein, évidemment, je reste, comme je disais, au cœur de l'histoire. C'est-à-dire que soyez bien persuadés que son ambition de gouverner Rome et bientôt le monde est absolument non seulement possible, mais légitime. Et que à l'époque, tout le monde faisait ça. Tout le monde faisait ça. Tout le monde essayait de gouverner le monde. Et tout le monde n'y arrivait pas, bien sûr. Mais c'était l'ambition d'à peu près tout le monde. Et donc, à ce moment-là, on complotait avec ses amis. Voilà. C'était un réflexe logique. Donc, on va voir s'il va y arriver dans une prochaine leçon.